puisse rentrer. Puis par la suite, je pourrais vous présenter, vous pourrez commencer votre présentation. Oui. On va juste attendre une couple de minutes pour que les gens. Bon, je pense qu'il est midi, on va commencer le tout. Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre dernière conférence mensuelle du secteur de la recherche du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on a une présentation qui risque d'être fort intéressante sur un sujet qui risque d'être fort intéressant, qui nous touche tous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé si on pouvait présenter ou si on pouvait trouver quelqu'un pour présenter sur le sujet. Donc, on est allé chercher la crème de la crème. On est allé chercher un professeur qui a de l'expérience au niveau académique, mais aussi au niveau sur le terrain. Donc, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le professeur Moulay Akhloufi, qui vous parlera sur l'intelligence artificielle et la santé. Le professeur Akhloufi est titulaire d'un doctorat en génie électrique de l'Université de Laval et d'une maîtrise en génie électrique de la Polytechnique de l'Université de Montréal. Il possède également un MBA de l'Université de Laval. Actuellement, le Dr Akhloufi est professeur en informatique à l'Université de Moncton, où il dirige le groupe de recherche en perception robotique et intelligence machine, donc PRIME. Il dirige également le Centre d'intelligence artificielle d'NB Power et co-dirige le groupe de recherche en application de l'intelligence artificielle à la médecine de précision en oncologie, donc le AIM-Pro. Avant de se rejoindre à l'Université de Moncton en 2016, il a acquis une grande expérience dans l'industrie et dans le transfert de technologies dans le domaine de la vision par ordinateur et de la robotique. L'expertise du professeur Akhloufi couvre les domaines de l'intelligence artificielle, de la vision par ordinateur et des systèmes robotiques intelligents, où il a contribué, attendez, plus de 200 publications. Il est membre senior du IEEE, donc l'Institut of Electrical and Electronic Engineers, et membre de SPI, la Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Donc, professeur Akhloufi, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui et je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci pour l'invitation. Donc, je vais partager ma présentation. Puis, s'il y a quelque chose, juste me le dire, parce que lorsque je présente, c'est sûr que je ne vois pas ce qui se passe. Parfait. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. OK, parfait. Donc, je vais commencer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'intelligence artificielle et la santé. Et je vais parler principalement des travaux qu'on fait ici à l'Université de Moncton. Donc, comme je ne vais pas revenir sur la présentation, mais juste vous dire que le groupe de recherche AIM-Pro vise à travailler sur des outils d'intelligence artificielle pour la médecine de précision en oncologie. Donc, on a parti ça au mois de mai 2023, donc il y a à peu près un an, avec Dr. Rodney Wallet puis Eric Alain, Rodney de l'Institut Atlantique de recherche sur le cancer, puis Eric Alain de Réseau Vitalité. D'abord, en fait, les projets que je vais présenter ont été principalement faits dans PRIME, le groupe de recherche en perception robotique et intelligence machine, où on a plusieurs types de recherche en intelligence artificielle appliquée. Donc, on s'intéresse à l'apprentissage machine. Beaucoup de travaux se font au niveau de l'apprentissage profond ou le deep learning, l'analytique avec les données massives ou le big data, le traitement du langage naturel et l'IA en périphérie ou le Edge AI,
Puis vous allez voir que de plus en plus, on a une intersection entre les différents domaines, parce qu'on est dans le multimodal de plus en plus. On a aussi des projets en vision par ordinateur, incluant l'imagerie médicale. Vous allez voir beaucoup de projets au niveau de l'imagerie médicale aujourd'hui. On travaille aussi sur la biométrie et la vision industrielle. Et au niveau de la robotique, on a travaillé sur des systèmes autonomes, surtout des drones et des robots mobiles, qui peuvent d'ailleurs être appliqués dans le domaine médical. Il y a différentes applications qui incluent la robotique, mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas, mais ça, c'est des choses qui viendraient dans le futur. On a travaillé aussi sur la navigation autonome et la robotique industrielle. Donc, l'équipe Prime, comme on est dans l'Université de Moncton, bien sûr, c'est principalement formé d'étudiants postdocs professionnels de recherche spécialisés principalement en intelligence artificielle et sciences de données. On tourne autour de 15 à 20 personnes, dépendamment du nombre d'étudiants qui arrivent, qui partent, qui finissent leur diplôme, etc. Et on a aussi, bien sûr, des collaborations au niveau national et international, principalement Canada, États-Unis, Amérique du Sud, principalement avec des collègues au Chili, en Europe, incluant la France, l'Afrique, plusieurs pays d'Afrique du Nord et aussi l'Afrique du Sud. Puis, bien sûr, on a plusieurs projets avec des partenaires ou des organismes, donc partenaires industriels ou des organismes au Canada et ailleurs. Alors, comme je dis, Prime travaille dans différents types de solutions où on applique l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, je vais m'intéresser au domaine médical. Ceci dit, les outils qu'on utilise dans le domaine médical ne sont pas nécessairement différents des outils qu'on va utiliser dans tout ce qui est manufacturier, tout ce qui est, par exemple, les assurances ou le domaine financier, ou même la défense ou sécurité, où on a fait plusieurs projets. Donc, en fait, c'est comment adapter des solutions qui marchent très bien dans un domaine à un autre domaine. Et principalement, aujourd'hui, je vous parlais du domaine médical. Alors, on a différents projets. Donc, je vais parler aujourd'hui de l'ophtalmologie, de la radiologie, de l'oncologie, de la dermatologie, des technologies médicales et les travaux qui sont en cours actuellement dans le groupe. Une petite introduction, mais probablement vous êtes déjà au courant que l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé connaît une croissance assez importante. En fait, ça, c'est des données récentes qui viennent de Markets and Markets, qui font des études de marché, qui parlent d'une croissance qui va aller de à peu près 14,6 milliards de dollars US en 2023 jusqu'à 102,7 milliards en 2028. Avec une croissance moyenne de 47,6%. Puis, on parle principalement de la région de l'Amérique du Nord où il y a le plus, le gros de cette croissance-là. Ceci dit, en Asie-Pacifique aussi, ils connaissent une croissance importante. Juste prendre 2 points. Une croissance importante au niveau de l'Asie-Pacifique aussi, au niveau de l'utilisation de ces technologies. Puis on voit aussi en Europe un intérêt pour l'utilisation de l'IA en santé. Il faut dire qu'après la pandémie, on a vu un intérêt très, très fort, et puis durant la pandémie, mais après la pandémie aussi, pour l'utilisation de l'IA, parce que ça permet, il faut voir l'IA aujourd'hui en santé comme un outil d'aide à la décision. Ça ne remplace pas les professionnels de santé, on a besoin de professionnels de santé pour faire les décisions finales, mais c'est un outil comme un autre. Moi, lorsque je présente, je dis, bon, un médecin utilise un stéthoscope, c'est un stéthoscope moderne. C'est juste que c'est sur un ordinateur, mais ça peut aider dans le processus de décision que le professionnel de santé peut faire à la fin. J'aime bien ce titre, ça c'est PricewaterhouseCoopers qui font des études de marché aussi. Puis il parle du fait que l'intelligence artificielle et la robotique, puis ça c'est vraiment lié de plus en plus, ce n'est plus de la science-fiction, on le voit transformer la façon que le domaine de la santé est en train que connaît le système de santé aujourd'hui. Et donc, on voit certains domaines qui sont présentés dans cette figure où on parle de l'effet de l'intelligence artificielle et de la robotique au niveau de la formation, de l'entraînement du personnel. Donc, on peut penser à de la réalité virtuelle, réalité augmentée. On peut penser aussi aux jumeaux numériques. J'ai vu récemment une présentation, on voyait un cœur
artificiel en fait qui représente un cœur réel et sur lequel on peut faire des développements de nouveaux médicaments, de nouvelles interventions, etc. Et tout ça virtuel, donc avec moins de risques. Domaine de la recherche, bien sûr, où ce qu'on est même dans le support en fin de vie ou même les personnes âgées. On a des projets actuellement où on travaille avec un centre pour personnes âgées pour amener l'intelligence artificielle, la robotique, pour supporter en fait les personnes âgées dans cet environnement-là, découvrir des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements, aide à la décision. On va en parler un petit peu plus tard, par exemple. On peut utiliser des données pour améliorer le flux des patients ou évaluer les problèmes qui causent les réadmissions. C'est quelque chose qu'on a travaillé dessus dernièrement. Pour se maintenir en santé, on a tous, ou presque tous, on a des smartwatches ou des montres intelligentes, donc on peut suivre notre santé pratiquement en temps réel, voir notre rythme cardiaque. J'ai vu des personnes, lorsqu'ils parlaient, ils sont super excités, la montre les avise qu'ils sont un peu trop excités, puis qu'il faut qu'ils se calment, donc le cœur probablement s'emballe. Donc c'est des choses intéressantes qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle avec des modèles prédictifs. Détection et diagnostic, bien sûr, donc l'idée c'est de développer des outils d'aide au diagnostic en utilisant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais parler de beaucoup d'outils qui sont dans la gamme de l'apprentissage profond ou deep learning en anglais. Et donc, on utilise encore dans certains cas le machine learning ou l'apprentissage automatique classique, mais de plus en plus, tout est orienté au niveau de l'apprentissage profond. Puis vous allez vous allez m'entendre parler de deux choses, des réseaux convolutifs ou les CNN et des transformers. Certains les appellent transformateurs, on voit les deux en fait en français, transformer ou transformateur. Et en fait, les deux types de réseaux sont un petit peu intéressants parce que les CNN ont été à la base de la croissance qu'on connaît le deep learning ou l'apprentissage profond aujourd'hui. Ils travaillent principalement, ils ont été développés pour les images. C'est pour convolution, ce qu'on apprend, c'est des convolutions, donc des matrices qui permettent d'extraire des caractéristiques à partir des images, puis prendre une décision à la fin. Et donc, une fois qu'on a une architecture, on peut entraîner des modèles pour, par exemple, détecter une pathologie particulière. Puis je vais vous montrer quelques exemples un peu plus tard. Les transformers ou transformateurs ont été surtout développés au début pour le texte. Donc, puis en fait, vous êtes probablement familier avec ChatGPT. Le T dans GPT, c'est pour les transformers parce qu'en fait, à la base de ces modèles-là, des modèles de langage massif, il y a les transformers. Mais au niveau de la vision, c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé en 2021. Au niveau du texte, ça a commencé en 2018 à peu près. L'idée, c'est vraiment de ce qu'on appelle, on a des modèles d'attention, on appelle ça des couches d'attention. Et ces couches d'attention, leur rôle, c'est de mettre l'emphase ou de focuser sur des régions, par exemple, dans une image, pour prendre une décision. Donc, au lieu de traiter toute l'image au complet, ils vont trouver les zones où il y a des signes d'une pathologie donnée qui va confirmer une décision et ça explique un peu la performance élevée qu'ils peuvent atteindre. C'est de la même façon qu'ils travaillent pour les textes et on voit des résultats avec ChatGPT ou d'autres modèles, des résultats spectaculaires qui sont présentés pratiquement à chaque semaine ou à chaque quelques mois. Donc, je vais commencer par l'ophtalmologie, puis je vais commencer un peu des travaux qu'on a fait au niveau de l'ophtalmologie. Donc, en fait, on s'est intéressé à différentes maladies de l'œil. Puis, si vous voyez un peu la figure à ma gauche ici, il y a certaines maladies qui sont très présentes, comme par exemple l'AMD, qui est principalement due à l'âge, le glaucome, la rétinopathie diabétique, la cataracte et d'autres. Donc, on a travaillé principalement sur ces types de maladies. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux types de résultats qui sont principalement liés à l'AMD et la rétinopathie diabétique. Donc, la rétinopathie diabétique, pour ceux qui sont en ophtalmologie, savent qu'il faut pas juste savoir si on est malade ou pas, mais ça serait intéressant d'avoir les grades de la maladie.
puis on s'est basé un peu sur les grades qui existent dans le domaine de la santé. Donc, il y a 4 grades principaux qui sont utilisés. Puis, on a développé un modèle qui est capable de nous donner le grade exact de la maladie en prenant une image de la rétine. Et donc, vous voyez un peu les résultats. Par exemple, je vais vous présenter des métriques qui sont souvent utilisées dans le domaine médical. Ce n'est pas nécessairement les mêmes métriques comme l'exactitude qui est utilisée ailleurs, mais des fois, on utilise l'exactitude parce que la recherche ou les chercheurs qui sont dans son domaine utilisent ces métriques pour pouvoir se comparer. Donc, ici, on a utilisé l'air sous la courbe, mais aussi on a calculé la spécificité et la sensibilité. Qu'on voit, on a des résultats quand même assez intéressants pour détecter les grades de la rétinopathie diabétique. En plus, si on s'intéresse aux rétinopathie diabétique référable, on peut augmenter le résultat et obtenir un AUC de 98,4%. Et pour la rétinopathie diabétique qui est plus critique, en fait, qui peut amener à la cécité, on est capable de détecter à 99%. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà de la détection de la maladie, parce que c'est bien de détecter la maladie, mais souvent, ce qui a été critiqué dans les modèles d'apprentissage profond, c'est que c'était des boîtes noires ou des black box. Donc, on savait ce qui rentrait, on avait un résultat, mais on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Mais avec le temps, il y a des modèles qui ont été développés pour avoir un résultat plus interprétable ou plus explicable. Donc, on appelle ça en anglais explicability ou explicabilité, si on veut traduire ça en français. Et donc, à ma droite ici, vous voyez dans la ligne de haut, c'est des images originales. La ligne de bas, vous avez des highlights, des zones qui sont highlightées et que l'algorithme nous dit où il a trouvé les signes de la maladie. Et donc, par exemple, un professionnel de la santé, en plus d'avoir le grade, la probabilité de ce grade-là, il peut avoir une image comme ça, une visualisation du résultat qui va lui permettre de confirmer la maladie parce qu'on va toujours se reposer sur un professionnel de la santé, un spécialiste qui connaît vraiment la maladie et qui va nous confirmer qu'on a bien cette maladie qui est présente. Donc ça, c'est tous des outils d'aide à la décision qui nous permettent de simplifier d'une certaine façon le travail le plus possible. Alors, aujourd'hui, je ne parlerai pas des approches ou des techniques. Vous allez voir quelques architectures, mais certains, je vais passer vite. Mais pour le premier, je vais vous parler un petit peu plus. Vous voyez qu'on utilise des modèles, ce qu'on appelle des architectures ou des modèles aussi, c'est le nom qu'on utilise, de réseaux profonds. Vous voyez ici, c'est 164 couches. Donc, c'est un réseau très profond qui est basé sur un modèle qui est appelé Inception ResNet. Inception, ça a été développé par Google. ResNet, ça a été développé par d'autres équipes. Ça, c'est un mélange des deux. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec un modèle qui est reconnu, qui fonctionne très bien, mais on le modifie. D'abord, on l'optimise, on l'entraîne. Il y a des façons d'entraîner qui font en sorte qu'il devient beaucoup plus efficace pour certains types de cas ou de maladies dans notre cas ici. Et on modifie souvent les couches de classification parce que les couches de classification sont critiques pour avoir un résultat efficace. Ce qui est intéressant aussi dans la figure, la partie d'en bas, c'est qu'on est allé plus loin que ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on prend une base de données, on la divise en certaines images pour l'entraînement, puis on garde quelques images pour le test qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. Puis les résultats que je vous montre, c'est toujours sur le test, parce que l'entraînement, c'est toujours très bien, mais c'est le test que les images qui n'ont jamais été vues par le modèle, c'est là qu'on peut vraiment évaluer le degré de généralisation de l'algorithme. Et c'est des cas pour les résultats que je vous montre. Là, on est allé même plus loin, c'est-à-dire qu'on a entraîné sur une grosse base de données EPAX de plus que 80 000 images, qu'on a divisé en partie entraînement, partie test, qui est dans le test ici, mais on a testé aussi sur d'autres bases de données comme Missidor, Star, Diaret, etc. Et certaines de ces bases de données dataient de 1995. Donc, c'est des images de rétine prises avec des technologies qui datent du passé et que la résolution n'est pas aussi belle que APAX, parce que APAX, c'est des appareils qu'on a aujourd'hui. Et ça nous a permis d'améliorer la robustesse du modèle parce qu'on ne peut pas supposer qu'on a toujours le top qualité au niveau de l'appareil qui va capturer l'image. Donc, souvent, lorsqu'on a la possibilité d'avoir des images qui sont de moindre qualité, on va aller jusque-là pour améliorer la robustesse des algorithmes qu'on va développer.
Un autre aspect sur lequel on travaille, ça c'est l'étudiant qui avait travaillé avec moi, là il a fait sa maîtrise là-dessus, il est en doctorat là-dessus, il continue, donc il travaille sur un projet qui est dans le cadre de Lab to Market là, pour amener ça au marché. Et l'idée, c'est de le mettre sur un smartphone ou un téléphone intelligent. Donc, il a développé pour Android. En premier, c'est plus facile pour Android. On n'a pas besoin de licence, etc. pour iOS, mais après, on va pouvoir transférer assez rapidement. Et donc, l'idée ici, c'est d'utiliser un téléphone intelligent pour faire le diagnostic. Puis vous allez voir un peu, je vais vous montrer un peu le fonctionnement. On a une vidéo ici qui va se lancer. Et donc, avec la vidéo, ça montre qu'on peut prendre des images d'une base de données. Donc, on peut avoir accès à une base de données qui peut être locale dans le téléphone ou accéder à distance. Puis, avec ça, on peut évaluer est-ce qu'on a la rétinopathie diabétique ou pas. Puis là, on est en train d'ajouter aussi le gradient, puis on va ajouter l'explainability. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que au lieu, des fois, on n'a pas l'image dans le téléphone, ben, on peut prendre un écran, en fait, dans lequel il y a cette image, puis on est capable, on a démontré, en fait, on a fait des tests qui démontrent qu'on est capable vraiment de détecter la maladie juste en capturant l'image sur l'écran. Donc, ça facilite un petit peu l'utilisation de l'appareil. L'appareil peut être adapté aussi avec une lentille pour soit voir la rétine, soit être adapté sur un appareil qui est utilisé soit par les ophtalmologistes ou les optométristes aussi, parce que ça peut être utilisé au niveau des optométristes pour détecter rapidement l'état de santé au niveau de la rétinopathie diabétique. On a travaillé aussi pour détecter les maladies des yeux sur une autre technologie qui est l'OCT, le Optical Coherence Tomography, où on a la profondeur de la rétine. Avec la profondeur de la rétine, on est capable de détecter certains types de maladies qui peuvent être différents juste de la rétinopathie diabétique. Donc ici, on s'est intéressé à l'AMD, donc la dégénération maculaire reliée à l'âge, puis deux types de maladies principalement, le drusen puis le néovascularisation choroïdale, qu'on a très bien détecté avec ce type de technologie. Et on a aussi travaillé sur l'œdème maculaire dû au diabète, et donc avec des résultats qui sont dans les plus que 98% pour la spécificité, la sensibilité, avec un AUC de 99,8%, ce qui est quand même très bien. Et ça a été testé avec une base de données de plus que 80 000 images. Donc, ça donne une variété un peu des cas possibles. Donc, ça montre un peu la généralisation des algorithmes qui ont été développés. Je ne rentrerai pas dans les détails de cet algo, mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'on part avec des modèles reconnus qui ont été utilisés pour d'autres domaines que la santé, puis on les modifie, on les développe, puis on développe aussi tout ce qui est fonction d'apprentissage. Donc, il y a des équations mathématiques en arrière que je vous épargnerai aujourd'hui, mais beaucoup de travail se fait au niveau de la façon qu'on entraîne l'algo, mais aussi comment on fait les couches de classification. Ça, c'est critique pour améliorer les résultats pour les détections qu'on veut faire. Donc là, je vais passer à la radiologie, parce que ça, c'est quelque chose d'important qu'on a travaillé dessus. Donc, lors du COVID, on avait travaillé avec l'hôpital Montfort à Ottawa, et c'était surtout pour augmenter ou améliorer ou optimiser le flux des patients. Donc, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec des bases de données qui étaient disponibles publiquement, mais aussi des bases propriétaires qu'ils avaient, eux, capturées à l'intérieur des cliniques à Ottawa. Puis, on a démontré en fait qu'on est capable de détecter la COVID comparativement à d'autres types de pneumonie avec une bonne spécificité, sensibilité, puis un bon AUC de 99%. Puis, on a aussi développé des modèles d'explicabilité. Donc, vous voyez des zones qui sont indiquées en rouge. Plus c'est rouge, plus ça indique là où il y a les signes de la maladie. Et donc, ça permettait aux professionnels de la santé qui utilisaient cet outil-là de jeter un coup d'œil et de confirmer par eux-mêmes si effectivement les signes qui sont là sont indicatifs de la maladie. Et bien sûr, ça ne remplaçait pas les tests PCR, c'était plus un outil supplémentaire qui permettait d'améliorer le flux des patients.
je skiperai les algos, mais on peut revenir si vous voulez plus tard, si vous êtes intéressé par l'aspect technique. Et on a fait la même chose pour les CT scans. Donc, avec les CT scans, on a travaillé au niveau image. Donc, comme vous savez, les CT scans, c'est des slices qu'on a. Donc, on peut travailler image par image, donc slice par slice, mais on peut travailler au niveau du patient, donc plusieurs slices. On a développé un algorithme de vote qui nous permet de décider si le patient est malade ou pas, basé sur les signes qu'on a détectés. Et donc, vous voyez un peu les résultats aussi, sensibilité, spécificité et l'air sous la courbe qui sont quand même assez élevés. Et c'est un outil qui était vraiment très intéressant, surtout parce qu'il a été testé par du monde qui était à l'hôpital Montfort. Alors, basé sur cette expérience, on est allé plus loin. On dit, OK, ben, si on est capable de détecter des maladies sur les rayons X, comme la COVID, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin, de voir aussi loin que 14 maladies? Donc, ça, c'est une base de données qu'on a pu mettre la main dessus. Il y a 14 types de maladies ou de classes. Puis, on a développé un algorithme qui détecte les 14 classes avec une performance de 96%. Mais on a voulu améliorer ça, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc là, on s'est concentré sur 7 maladies qui sont 7 pathologies qui sont les plus répandues. Et on les a divisées en 2 types de pathologies, des pathologies cardiaques et des pathologies du poumon. Puis on a développé un système qui est capable en 2 temps d'améliorer les résultats. Donc vous voyez un peu, les résultats sont très, très élevés. Là, on est en moyenne dans les 97, 98, 99 au niveau de différents types de résultats, que ce soit le R sous la courbe, l'accuracy, la sensibilité, la spécificité, le F1 score. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que la stratégie de dire, OK, ben, la remarque a été de dire, OK, ben, dans le rayon X, on a 2 types de maladies, cardiaques et pulmonaires. Lorsqu'on essaie de trouver les deux, on est moins efficace. Notre performance est moins forte et moins élevée, la performance de notre algorithme. Donc, est-ce qu'on est capable, par exemple, le premier algorithme, il va trouver juste est-ce que la maladie est de type cardiaque ou de type pulmonaire? Si c'est cardiaque, ben on va l'envoyer sur un modèle qui est spécialisé sur le cardiaque. Si c'est pulmonaire, on va l'envoyer sur un algorithme qui est spécialisé ou qui a été entraîné finalement sur les maladies pulmonaires. Et avec cette stratégie-là, puis là, on a utilisé un autre type de modèle, des modèles de type transformers ou transformateurs, qui utilisent le focus d'attention, les couches d'attention. Donc, ils focusent sur certaines zones de l'image pour décider de la présence ou non de la maladie. Et donc, ça nous a permis d'augmenter les résultats de façon substantielle. Donc ici, c'est juste l'algorithme. On voit qu'il travaille en 2 temps. D'abord, il détecte est-ce que c'est une maladie cardiaque ou une maladie pulmonaire. Puis après, basé là-dessus, il est capable de voir est-ce que c'est normal ou une de ces maladies, mais avec des modèles qui sont spécialisés pour le cardiaque et spécialisés pour le pulmonaire. Et basé là-dessus, on a voulu encore aller plus loin. C'est-à-dire que lorsque un radiologiste analyse la radiologie, habituellement, il écrit un rapport. Alors, il y a des choses qui sont standardisées dans le rapport. Ça, c'est facile. On peut le générer de façon informatique assez simplement. Mais là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut générer le rapport basé sur ce que l'algorithme a trouvé comme maladie? Puis, dans les rapports, vous avez des sections qui sont le finding et le impression. Et on s'est intéressé parce que beaucoup de recherches s'intéressent à la partie impression, parce que c'est là qu'il y a l'information sur ce qu'on a observé, les maladies, etc. Et donc, à partir de ce qu'on a développé, c'est un réseau qui prend l'image, qui va détecter la maladie, mais après, bon, comme je dis, probablement vous êtes familier avec ChatGPT. Nous, on a utilisé donc un modèle de langage massif qui est entraîné sur les données biologiques, qui est appelé BioGPT. Donc, il utilise le GPT, mais GPT version 2, qui a été entraîné sur des données biomédicales. Puis, il est utilisé pour, avec l'information de l'image, ensemble, générer le rapport. Donc, il y a des modèles qu'on a développés au niveau de l'attention pour focuser l'attention sur les signes de la maladie versus le texte qui devrait être sorti. Et ensuite, est envoyé sur un autre type de modèle que lui nous permet de générer du texte de façon un peu plus comme un humain, finalement.
Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a publié d'ailleurs récemment parce que ça vient d'être terminé. Puis les résultats sont quand même assez intéressants parce que lorsqu'on se compare avec l'état de l'art, on est actuellement, on a des résultats les plus élevés sur la base de données sur laquelle on a travaillé. On voit un peu quelques exemples par rapport au ground truth, donc les données qui étaient dans la base de données versus ce qui a été prédit. Puis lorsqu'on compare le texte, ils sont quand même très, très proches l'un de l'autre. Puis quand vous voyez les résultats, alors bon, dans le texte, il y a des mesures statistiques qu'on appelle, qui sont appelées blue ou rouge, avec différents, les n-grammes, donc 1, 2, 3 ou 4, et ils sont utilisés pour mesurer la qualité du texte. Est-ce que le texte 1, mettons du ground truth, ressemble à ce qui est prédit? Et bien sûr, il y a une révision humaine pour voir est-ce que le texte où les mesures font du sens. Et donc, comme vous voyez, les résultats ont été, sont dans l'état de l'art actuellement. Un autre aspect sur lequel on a travaillé, parce qu'en travaillant avec la radiologie beaucoup, on s'est rendu compte que l'algorithme, des fois, a de la difficulté à donner un bon résultat lorsqu'il y a des appareils médicaux, par exemple, qui sont à l'extérieur, par exemple sur les os ou quoi que ce soit. Et donc, là, dans le futur, on se dit, bah, pourquoi pas développer un algorithme qui va extraire les lobes du poumon et finalement, on va envoyer ces lobes du poumon à l'algorithme pour qu'il fasse les prédictions par rapport à la maladie. Mais pour cela, il fallait développer des algorithmes efficaces de ce qu'on appelle de segmentation. Donc ça, c'est de la segmentation, extraire les lobes. Et donc là, on a mis la main sur une base de données qui a été annotée et avec laquelle on a entraîné les algorithmes. On a entraîné les algorithmes de segmentation. Et donc, vous voyez ici, on a un F1 score de 97,58%, ce qui est quand même très élevé parce qu'on mesure pixel par pixel entre le ground truth et la segmentation qui en résulte, et ce qui montre un peu l'efficacité de l'algorithme qui a été développé. Puis ça, c'est un algorithme très intéressant parce que c'est un algorithme qui initialement n'a pas été développé. Ça a été développé par mon équipe, mais pas nécessairement pour le domaine médical. On a un autre type de projet qu'on travaille depuis longtemps sur la détection et la segmentation des feux de forêt et la prédiction de la propagation des feux de forêt. Et on avait initialement développé cet algorithme pour segmenter les feux de forêt. Et les feux de forêt, comme vous savez, sont très aléatoires dans un environnement non contrôlé, beaucoup plus difficile à segmenter. Mais on l'a adapté au domaine médical avec des résultats quand même assez spectaculaires parce que actuellement, ce résultat-là, c'est le plus haut, à ma connaissance, au niveau de la segmentation des poumons. Donc, on a adapté un modèle qui fonctionnait très bien dans un domaine. On l'a amené à un autre domaine qui est le domaine médical. On a bien sûr fait des modifications nécessaires et des optimisations nécessaires. Et ça donne de très bons résultats aussi. Donc, après la radiologie, je vais passer à l'oncologie. Donc, l'oncologie, on a plusieurs projets qu'on a fait. Donc, par exemple, un qu'on a travaillé, c'est au niveau de la détection du cancer des seins avec la thermographie. Donc, il y a du monde qui s'intéresse à ça. C'est sûr que ce n'est pas une modalité qui est très utilisée au niveau médical, pas nécessairement approuvée comme appareil médical aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup d'intérêt là-dessus parce que si on arrive, par exemple, à détecter ben, on pourrait le faire très rapidement parce que les caméras infrarouges sont devenues de plus en plus accessibles et on pourrait les avoir n'importe où. C'est sûr que ce n'est pas aussi efficace peut-être que la mammographie, etc. Donc, ça ne remplace pas la mammographie, mais par contre, pour un screening rapide, ça peut être très intéressant. Et donc, on a développé basé sur une base de données qui vient du Brésil. Donc, c'est dans des hôpitaux au Brésil, ils ont fait la collecte des données. Et donc, on a utilisé un algorithme qui d'abord segmente la zone des seins. Et cette zone des seins est envoyée à des algorithmes qui, après, apprennent finalement à détecter des signes de la présence du cancer des seins en utilisant la thermographie. Puis, on obtient une exactitude de 98,25%, ce qui est quand même très intéressant. Et c'est une modalité que peut-être dans le futur, on va la voir plus présente, comme j'ai dit, au moins pour un screening rapide. Et on a bien sûr travaillé sur la mammographie, mais là, on s'est attaqué sur quelque chose qui est difficile. C'est une base de données qui vient du Vietnam. Et on avait beaucoup de difficultés avec des images, comme, je ne sais pas si vous voyez mon curseur à droite en bas, il y a des images où le contraste
étaient problématiques, n'étaient pas très élevées. Donc ça, on a fait des travaux préliminaires, puis on a les résultats les plus hauts actuellement dans cette base de données. C'est une base de données qui est intéressante parce que le défi est beaucoup plus grand à cause de ce type d'image. On obtient un MAP, c'est Mean Average Precision, lorsqu'on fait la détection, c'est la mesure qu'on utilise habituellement, de 65%, ce qui est quand même intéressant. Par contre, il faut encore améliorer ça. Bien sûr, avec des images de qualité supérieure, comme vous voyez en haut, là, lorsqu'on a des masses qui sont bien visibles, on est à 93%, 95%, c'est beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus intéressant de relever le défi d'améliorer ces systèmes sur des images aussi qui sont difficiles à détecter et qui sont pris avec des technologies peut-être un peu plus anciennes. Un autre projet qu'on a fait avec des collègues du Maryland, et c'est relié au cancer des seins aussi, mais en utilisant l'échographie. Donc ça, c'est de l'imagerie ultrasonique. Et donc ici, c'était de dire, OK, avec des ultrasons, est-ce qu'on est capable? Donc là, c'était pour des personnes qui ne veulent pas avoir des radiations. Donc les ultrasons n'émettent pas de radiation. Donc si on est capable de détecter la maladie, ben, au moins pour un screening rapide, un peu comme ce que j'avais parlé de la thermographie, ça peut être une modalité qui peut être intéressante à utiliser. Et comme vous voyez ici, le modèle est un peu complexe. On utilise le deep learning pour segmenter les zones dans lesquelles il y a une probabilité de présence de tumeur. Puis après la tumeur, il y a des extractions de caractéristiques, donc de la radiomique qui est utilisée pour après envoyer sur un modèle qu'on appelle des forêts aléatoires ou random forest. Donc, c'est un modèle d'ensemble. Il y a plusieurs arbres de décision qui sont combinés ensemble. Puis avec ça, on sort un résultat. Est-ce que c'est bénin ou malin au niveau de la tumeur? Et donc, ça, on a proche de 79% avec des images ultrasoniques, ce qui est quand même très intéressant pour ce type d'image et comparativement aux recherches qui ont été faites par le passé sur ce type de données. Voilà, donc là, je vais passer à la dermatologie. Donc, je vous montre plusieurs choses. S'il y a des questions après, on peut y revenir en détail. Et donc, la dermatologie, on s'est intéressé juste à voir est-ce que il y a un cancer ou pas par rapport à une image qui est capturée. Puis le modèle, ici, ce qu'on a fait, c'est une combinaison de plusieurs modèles qui ont été mis ensemble, ce qu'on appelle un apprentissage d'ensemble. C'est un ensemble de modèles qui travaillent ensemble pour prendre une décision. Puis sur une base de données de 36 000 images, on a eu une performance de area under curve ou AUC de 99% avec une exactitude de 99% 6.33 et une bonne sensibilité et spécificité par rapport à la détection du cancer de la peau. Donc là, je passe à quelque chose qui est très intéressant parce que l'apprentissage fédéré ou le federated learning vient combler une problématique au niveau de l'accessibilité aux données. Puis je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. En fait, lorsqu'on a des données dans différents hôpitaux, donc vous voyez ici, on a représenté comme 4 hôpitaux qui ont des données de la rétine et l'objectif, c'est de détecter la rétinopathie diabétique. Mais pour des questions, par exemple, de vie privée, de confidentialité, etc., des fois, il est très difficile d'avoir ces images-là et de les consolider dans une même base de données pour avoir assez d'images pour entraîner des modèles. Puis, dans l'apprentissage profond, le deep learning, plus on a de données, plus on devient meilleur, plus l'algorithme apprend parce que là, il va avoir toutes les variétés, il va avoir différents cas, puis il devient beaucoup plus robuste à la détection de ces maladies-là. Mais dans le cas où on ne peut pas partager la donnée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'idée ici, c'est de faire ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré, donc de laisser les données dans chaque hôpital, donc on préserve la confidentialité de la vie privée, donc on n'a pas besoin de les sortir de là, mais on a des modèles qui sont locaux, qui sont entraînés sur la petite base de données dans chacun des hôpitaux. Et après, ce qu'on partage, c'est ce qu'on appelle les poids. Donc, les poids ne contiennent pas d'informations. On ne peut pas remonter en arrière aux images de la rétinopathie ou les associer à quoi que ce soit. Donc, c'est juste les poids des modèles. Et ces poids des modèles sont après agrégés ensemble. Et une fois qu'ils sont agrégés ensemble, ils sont renvoyés de nouveau
aux différents hôpitaux qui, eux, continuent l'entraînement chacun de son côté sur sa base de données. Et après un certain nombre d'itérations, on a démontré que, par exemple, on atteint des performances équivalentes à ce qu'on aurait si, par exemple, on avait l'accès à toutes les images et qu'on peut les agréger ensemble pour entraîner un seul modèle. Et donc, ça, c'est une alternative qui est intéressante parce que ça permet de préserver la confidentialité toute en permettant de développer des modèles performants. Puis ça permet aussi, en ayant accès à plusieurs modèles, peut-être à travers, ce n'est pas limité à 2-3 hôpitaux, ça peut être, euh, c'est évolutif, donc ça peut être mis à l'échelle de centaines d'hôpitaux ou même au niveau de milliers d'hôpitaux dans le monde qui s'intéressent à travailler ensemble sur une même problématique. Pour les technologies médicales, donc là, on a été approché par du monde intéressé à l'entraînement des infirmières. Et donc, ça, c'est le laboratoire à l'Université de Moncton pour des études infirmières. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les approches d'apprentissage profond pour extraire le squelette. Donc, vous voyez sur la vidéo, il y a le squelette des infirmières, par exemple, et pendant les opérations de manipulation sur les patients, ben, on peut voir la pose, on peut voir est-ce qu'elle est faite de façon correcte ou pas. Et donc, ça permet d'améliorer l'entraînement des patients et donc, ultimement, de réduire des blessures dues à la façon qu'on manipule les patients, etc. Donc ça représente des coûts assez importants de ce que j'ai vu au niveau du système de santé. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé. Et donc actuellement, ce qu'on travaille aussi, c'est avec un partenaire qui a une maison pour personnes âgées dans laquelle l'objectif et d'utiliser à peu près les mêmes systèmes, mais pour suivre la mobilité des personnes âgées. Donc, une personne âgée, par exemple, le matin, fait ses exercices, etc. Puis nous, on peut de façon proactive savoir qu'il y a un problème de mobilité et donc d'intervenir avant que ça soit trop tard. Voilà. Donc ça présente un peu une bonne partie de ce qu'on fait, mais là, on a des projets qui sont en cours actuellement. Donc, par exemple, dans le domaine de la pathologie digitale, exemple la détection de malaria avec un collègue de Georges Dumont, un docteur à Georges Dumont avec lequel on va travailler sur ce type de pathologie. On travaille aussi sur l'oncologie et des travaux que je ne vais pas montrer sur la détection du cancer des poumons qu'on a fait, puis qu'on continue à améliorer avec les nouvelles approches aujourd'hui. On a un intérêt au niveau du cancer du col de l'utérus avec des collègues de l'Afrique du Sud. Ils sont intéressés à développer une solution qui serait facile à transporter, par exemple, avec un téléphone intelligent et eux, ils ont une présence importante des cancers de col de l'utérus dans certaines zones pauvres dans le pays. Donc, on veut développer des solutions qui peuvent être très rapidement permettre de savoir s'il y a un problème et donc après de référer la personne pour un suivi médical plus important finalement. On travaille sur l'histopathologie, donc au niveau des cancers des seins, des cancers des ovaires, puis les cancers de col de l'utérus. Donc, on travaille aussi bien sur l'image capturée par le téléphone intelligent que par l'histopathologie, donc sur les cellules qui ont été capturées par l'imagerie par microscopie finalement. L'autre aspect, avec une collaboration qu'on fait avec l'Institut Atlantique de recherche sur le cancer, c'est tout ce qui est lié au multi-omique, donc d'intégrer le génomique, la protéomique et toute autre omique pour prédire le cancer, mais aussi pour éventuellement prédire le meilleur traitement pour les personnes. On s'intéresse aussi à l'expression des gènes. Donc, est-ce qu'on peut détecter des sites tumoraux sur, par exemple, une image microscopique qui peut nous renseigner sur c'est quoi qui fait en sorte qu'une tumeur devient cancéreuse ou pas. Avec cette information, on peut avoir des meilleurs traitements dans le futur. On a aussi développé des projets dans le cas de la fertilisation in vitro. C'est avec des collègues en Tunisie et l'hôpital Aziza Othmana en Tunisie. On a travaillé sur l'estimation de la qualité des blastocystes qui nous permet, parce que la qualité des blastocystes
est lié finalement au succès de la grossesse. Et donc, l'idée, c'est de le faire de façon automatique le plus possible parce qu'on peut avoir plusieurs à analyser. Donc, on a développé des algorithmes d'apprentissage profond qui nous permettent de faire ça de façon automatique. On a travaillé aussi au niveau de dentisterie. Donc, là, on a un article on vient de terminer un article qui a été soumis. Et l'idée, c'est vraiment sur des radiographies des dents, de détecter les différentes parties des dents, ensuite d'isoler chaque dent, puis une fois qu'on a isolé chaque dent, de détecter la maladie dans chacune des dents. Donc, on a fait les 3 phases dans un pipeline d'algorithmes qu'on a développé, qui, comme je dis, on vient de soumettre pour publication. On travaille aussi, il y a un intérêt avec l'hôpital Montfort à Ottawa sur l'optimisation des flux de patients, puis on s'intéresse à la comorbidité, la santé mentale et des réadmissions. Donc, on a un des derniers travaux qu'on a fait, c'est au niveau des réadmissions, et on voit c'est quoi les facteurs qui mènent aux réadmissions, parce que si, par exemple, on sait c'est quoi les facteurs qui sont les plus importants, on peut prendre en charge mieux le patient et donc réduire des réadmissions parce que ça représente des coûts assez importants pour le système de santé de ce que j'ai, en tout cas, l'hôpital à Montfort à Ottawa, c'est un des points qu'ils veulent améliorer sur lequel on travaille avec eux. Voilà, mais avant de finir, donc là on arrive vers la fin, mais avant de finir, là j'ai parlé de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait, mais c'est quoi le futur? En fait, le futur, il y a plein de choses intéressantes. Puis si vous avez suivi l'évolution de l'intelligence artificielle, on a des outils qui sortent, puis il y a une grosse compétition entre les gros de ce monde, là, les OpenAI, les Microsoft qui avec OpenAI, les Amazon, les Meta, etc. Et tout ça, puis Google, sans oublier Google, et tout ça, ça amène des algorithmes, des approches, des idées intéressantes. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est un article, c'est pas le nôtre, ça a été publié à Nature en avril 2023, donc l'année dernière, qui présente un peu la vision du futur d'un système AI finalement, qui est basé sur ce qu'on appelle les foundations models ou les modèles de fondation pour créer un AI médical généraliste. Et donc, comme vous avez vu, on travaille sur plusieurs choses, différentes pathologies, différentes maladies. Et vous pouvez voir, par exemple, que ce qui est proposé, c'est de mettre tout ça ensemble. Donc, on peut avoir un système qui va prendre les informations médicales, les images, les différents signaux. Parce que, par exemple, moi, j'ai une étudiante qui travaille sur la prédiction du Parkinson avec la voix. Donc, ça, je n'en ai pas parlé, mais c'est une des choses qu'on fait actuellement. Les omics, des graphes qui relient les différentes pathologies. Donc, si on a tout ça, si on a de l'information textuelle, les notes médicales, par exemple, les réadmissions, nous, on est en train de développer des approches qui sont basées sur les données qui sont enregistrées, mais aussi sur les notes médicales. Est-ce qu'une prédiction peut être améliorée avec une note médicale ou pas, ou les notes médicales sont suffisantes tout seules à faire la prédiction, ou c'est pas... Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer actuellement. On peut avoir donc les données audio, texte, images, etc. Donc un domaine multimodal, où il y a plusieurs multimodalités, avec lesquelles on peut intégrer les connaissances. Donc, exemple, une base de connaissances médicales qui peut être la littérature scientifique, les publications, les livres, les notes cliniques, les relations qu'on a au niveau des connaissances entre les différentes pathologies, etc. Puis tout ça, par exemple, on peut après, on a un gros modèle qu'on appelle le modèle de fondation, c'est un gros modèle, qui après on peut spécialiser. Donc on peut par exemple le fine-tuner ou l'ajuster pour prendre des notes de façon automatique. Donc, le médecin dicte, puis le système prend des notes. Améliorer les procédures ou les interventions médicales. Faire un chatbot avec les patients ou avec même le personnel médical. Générer des rapports radiologiques, ce qu'on est en train de faire. Nous, on a une partie qui est associée à ça. Génération de texte à protéines, décision au niveau de l'optimisation de l'assignation des lits à l'hôpital, etc. Et donc, on pourrait voir un système où l'interaction pourrait faire de différentes façons, selon ce qui est le plus facile ou ce que la personne veut. Par exemple, ça peut être une interaction question-réponse, réponse textuelle, ça peut être par la voix ou ça peut être par l'interaction visuelle, etc. Donc, l'idée, c'est de faire ce type de modèle
Bien sûr, les recherches vont focuser sur partie par partie, mais vous voyez un peu, ça c'est ce qui est proposé comme type de recherche dans le futur. Donc voilà, ça termine ma présentation. Donc si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci. Wow, professeur Akloufi, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir le travail que vous faites sur différentes maladies avec différents aspects. Encore plus intéressant de voir que c'est simplement une petite partie de la médecine. Il y a encore un autre secteur ou d'autres secteurs qui sont importants. Donc, je pense j'ai vu des mains se lever. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra pour poser la question. Euh, Peut-être pendant que les gens réfléchissent à des questions, moi j'en aurais une pour vous. Vous nous présentez plusieurs différents domaines, plusieurs sujets. Où est la limite? Parce que de ce que je peux voir, je ne sais pas s'il y en a une. Dans tellement de différents aspects, tellement de différents domaines, où est la limite du AI? Est-ce qu'on a une? Est-ce qu'il y a un moment donné qu'on dit, OK, ben là, il faut arrêter? Où est la limite? OK, donc là c'est des questions d'éthique et de responsible AI, ou AI responsable, etc. Moi, je vais faire un petit recul. Moi, je vois le potentiel positif de l'intelligence artificielle parce que c'est énorme. Comme je dis, moi, je ne le vois pas, par exemple, l'intelligence artificielle comme une entité, surtout dans le domaine médical en particulier. Puis j'avais déjà eu une entrevue, puis j'avais répondu à cette question-là parce qu'on m'a dit, bon, est-ce qu'un jour, on peut remplacer le médecin, les professionnels de santé? Je ne crois pas et ça ne m'intéresse pas parce que moi, lorsque je vais visiter l'hôpital pour une raison X, je veux parler à des humains. Je ne veux pas parler à un robot, c'est pas humain, c'est pas intéressant, encore moins dans le domaine de la santé, dans le domaine d'éducation, encore plus pour les jeunes, etc. Donc, moi, je vois qu'il y a toujours l'humain dans la loupe. Et donc, cet humain-là, c'est lui la limite d'une certaine façon. C'est lui qui met les barrières parce que pour moi, l'algorithme, il n'y a aucun algorithme qui était 100%, puis on n'aura jamais 100%. Donc, l'algorithme est là pour nous donner une décision, pour nous aider dans notre travail. Puis après, le professionnel, le spécialiste, prend la décision finale et l'annonce de la bonne façon. Parce que l'annoncer de la bonne façon, le robot ne saura pas l'annoncer. Il va vous donner, voilà, je peux même automatiser l'envoi d'un email, puis ça finit là. Donc, après, le fait que l'humain est là, c'est lui qui pourrait mettre ces barrières-là. Ensuite, après, dans tous les développements, par exemple, dans certains domaines, incluant le médical, on nous demande beaucoup de sortir de la boîte noire. Comme j'ai dit au début, c'était la boîte noire. Maintenant, ce n'est plus la boîte noire. C'est que maintenant, je peux vous donner une explicabilité, une explication de pourquoi l'algorithme a pris cette décision. Et c'est toujours l'humain à la fin qui prend cette décision. Puis après, il faut mettre nous-mêmes des balises, par exemple. Est-ce qu'on peut aller à tel ou tel... Donc, il faut garder à l'esprit, moi, parce que je donne un cours dans méthodologie de recherche sur l'éthique en recherche, et donc l'éthique en fait partie, on parle beaucoup des billets, par exemple, les données. Par exemple, supposons que, alors médical, c'est très pertinent parce que si, par exemple, j'ai des données sur des patients qui sont juste des hommes, par exemple, ben, il faut que je sois conscient que peut-être le modèle est biaisé et que le résultat ne sera pas général et ne sera pas bon. Donc, tout cet aspect-là, normalement, on l'intègre dans nos recherches pour on essaie d'être le plus général possible. Comme je dis, il n'y a rien qui est parfait. Par contre, je me fie sur le fait que l'humain est la personne qui va faire la limite, puis on espère qu'il va être bon à mettre les limites là où ce qu'il faut. Super, super intéressant. On a deux questions. Docteur André, ensuite, professeur Mathieu Bélanger. Bonjour, merci bien pour la présentation. Moi, je suis le directeur du centre de formation, donc on est responsable de la formation des médecins. Donc, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont très intéressantes. Moi, un petit peu la question, c'est comme je garde les données, disons, pour la dermato, les rayons X, mais le dermato, pour les mélanomes cancéreux, 99% de sensibilité, spécificité, c'est beaucoup plus que je pense que l'œil humain peut faire. Est-ce qu'il y a y a-t-il des raisons pourquoi que c'est pas déjà
Je n'ai pas l'impression que c'est partie de la pratique courante maintenant. Qu'est-ce qui limite avoir l'application de ça? Puis moi c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est sur les iPhones, quelqu'un peut se prendre une photo, puis ça va monter 99%. Il va arriver au médecin, il va dire son diagnostic, mais c'est un petit peu là, ça peut causer des petits peu des. Comment qu'on peut faire pour l'intégrer que les médecins, ça soit dans les mains des médecins, mais pas de la population générale en même temps, là, ou avant? Idéalement, il faudrait que ce soit du côté des professionnels de la santé parce qu'eux peuvent vraiment faire les bonnes décisions. L'algorithme n'est pas parfait. Donc, 99% a été fait sur, c'est des SIM, là, c'est une association qui a ramassé, donc, dans le domaine médical, qui a ramassé ces images-là, qui sont supposées être représentatives de tous les cas possibles. Puis, on a même des couleurs de peau différentes, etc., pour essayer d'être le plus général possible. Mais ça ne sera jamais parfait. On peut toujours trouver des cas d'exception. Donc, oui, le problème, c'est je mets ça dans la main d'une personne et prendre des photos parce que c'est facile à mettre sur un smartphone. Hein. Ce n'est pas un problème. C'est une question de peut-être quelques jours, puis c'est fait avec les modèles qu'on a. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas actuellement. On l'a fait au niveau de la recherche, on a publié là-dessus. Je veux justement éviter ça, c'est-à-dire qu'une personne prend la photo, puis là, c'est la panique totale, mais peut-être l'algorithme s'est trompé pour son cas. Peut-être pour plusieurs raisons, parce que peut-être il a mal pris la photo, il y avait un angle qui n'était pas bien, c'était flou, etc. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Donc, avoir un professionnel de santé qui l'utilise est peut-être pour moi beaucoup mieux. Puis, je peux faire le lien avec ce qu'on travaille sur le smartphone pour la rétinopathie diabétique, etc. Notre objectif, puis là, mon étudiant, je sais qu'il est dans un projet qui s'appelle Lab to Market du CRSNG. Puis, il a appelé des optométristes, des ophtalmologues, etc., pour faire en sorte que ce qui serait développé, idéalement, on aurait des partenaires qui feraient des tests avec ces outils et qui pourraient l'utiliser ultimement dans le futur. Je sais qu'il y a une tendance, parce que j'ai eu des visites du lab, puis il paraît qu'il y a une tendance actuellement de mettre ces solutions dans la main des patients à différents niveaux, puis c'est une tendance actuelle et ça va arriver. Peut-être pas nous, mais quelqu'un d'autre peut-être va le faire. Mais il y a ce risque-là. C'est-à-dire que là, on va peut-être avoir tout le monde qui débarque, qui va avoir un rendez-vous avec son médecin parce que l'algorithme lui a dit que ça, il faut faire attention à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour ça et on préfère que ce serait plus des professionnels qui sont capables de faire une décision un peu éclairée et qui comprennent ce qu'ils font comme décision aussi. Les droits d'auteur, d'utilisation, parce que ça va être. Tous les médecins au monde quasiment pour avoir accès, parce que la technologie, c'est pas il n'y a pas de limite, là, ça peut être transporté partout, ça va être un petit peu moi, j'imagine pour ceux qui font ces projets-là, il y a des composantes aussi, j'imagine, financiers qui est la responsabilité, qui appartient à la technologie ou ces données-là. Oui. Nous, actuellement, comme on fait ça au niveau de la recherche, c'est sûr que l'IP est à l'université, les profs, l'université, etc. Puis au niveau médical, on ne cherche pas nécessairement. Nous, on n'a pas d'entité de commercialisation. En tout cas, pas moi, je n'ai pas d'entité de commercialisation. Ceci dit, si on veut qu'il aille le plus de présence possible, idéalement, il faut avoir des partenaires qui peuvent faire les choses comme il faut. Parce que aujourd'hui, en recherche, on peut l'utiliser avec des partenaires dans le domaine médical sans problème. Mais ce n'est pas un outil médical, ce n'est pas un outil de diagnostic. Si on veut qu'il devienne un outil de diagnostic, il faut des tests cliniques, il faut passer par au Canada Santé Canada ou la FDA aux États-Unis. Donc, c'est un processus. C'est un processus qui nécessite du monde qui s'y connaît pour faire les choses correctement. Par contre, au niveau de la recherche, nous, on est ouvert à des gens qui sont intéressés ou des partenaires qui sont intéressés à utiliser les outils, à les tester, nous donner le feedback pour l'améliorer, un peu comme ce qu'on a fait avec l'hôpital Montfort, par exemple. C'est une relation de recherche, on a le feedback, on améliore, etc. Mais on n'a jamais présenté, voilà un outil médical qui va révolutionner le monde parce qu'il faut faire les choses correctement à ce moment-là. Merci. Merci. Bonjour, professeur Akloufi. Merci beaucoup pour la présentation. C'était
fort intéressant, très passionnant, même très surprenant, tout ce que vous pouvez faire avec votre équipe, là, mais aussi là où l'intelligence artificielle peut porter. J'ai quand même plusieurs questions, là, mais je vais essayer de cibler la première. Vous avez mentionné l'utilisation de téléphones intelligents pour évaluer qu'est-ce qu'on retrouve dans une image. Est-ce que j'ai compris que le téléphone intelligent peut aussi, dans ces cas-là, être utilisé pour capturer l'image ou est-ce que l'image doit venir d'un autre appareil? C'est les deux. Par exemple, l'exemple que je vais montrer, parce que mon étudiant est actif en ce moment, il travaille dessus, il y avait les deux possibilités. Donc, il y avait, par exemple, d'aller chercher dans une base de données où on peut capturer des images, les avoir dans notre smartphone et aller les chercher, comme dans un dossier finalement sur un ordinateur. Mais on peut aussi capturer l'image directement ou capturer l'image, parce que c'est une question qu'on a vue circuler à un certain moment. Dire, est-ce que si par exemple j'ai déjà mon outil, OK, puis c'est très difficile d'aller chercher l'image directement, est-ce que je peux prendre la photo de mon écran finalement que j'ai dans ma clinique ou peu importe, et ça peut m'aider à faire le diagnostic. On a fait ça aussi. Donc, ça permet de faire tout ça. Donc, je comprends que l'image a quand même été capturée par un autre appareil. Puis, le téléphone intelligent peut prendre l'image d'un écran, mais pas de l'œil proprement dit ou d'une autre partie du corps. Ouais. Ça se peut, mais nous, on ne peut pas le faire. Ça nous prendrait un médecin pour le faire. En fait, on a tout étudié, le système. Le système, ça prend des... anciennement, par exemple, pour les ophtalmologistes, là, ils prenaient un genre de loupe, n'est-ce pas? Puis ils regardaient dans l'œil directement, puis ils voyaient la rétine, puis ils pouvaient faire un diagnostic. C'est le même type de loupe aujourd'hui qui existe, qui s'adapte sur des smartphones. Je trouve ça fort intéressant. Puis si je veux revenir sur la question d'éthique que vous avez soulevée plus tôt, à l'inverse, est-ce qu'il y a une question éthique qui se pose par rapport au fait qu'il y a des régions très éloignées, disons dans le nord du Canada, qui n'ont pas accès à certaines technologies pour détecter la rétinopathie, puis c'est des régions qui sont plus affectées par ces conditions-là. Est-ce que c'est éthique de priver les gens de ces régions-là d'une technologie qui pourrait en fait être facile d'accès? Oui, l'exemple, en fait, ça c'est un bon point. Puis j'en ai parlé brièvement sur le cancer du col de l'utérus avec l'Afrique du Sud. Donc avec l'Université de Johannesburg, on parle à doter, par exemple, parce que eux, ils ont des intervenants dans le domaine social et de santé et des infirmières, etc., qui seraient formés parce qu'eux, ils sont proches du patient sur le terrain. Puis il y a des places qui sont tellement éloignées qu'il n'y a pas de médecin qui va là. En fait, c'est le patient qui est déplacé pour voir le médecin. Et donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable, par exemple, avec des smartphones, de faire un genre de pre-screening rapide et ça ne remplace pas finalement après de faire un suivi, etc., mais ça me permettrait de très rapidement dire oui ou non. Donc là, on peut penser, par exemple, un peu dans la même veine, de dire, OK, le smartphone avec la lentille adaptée, en fait, on travaille sur cet aspect-là, mais celui-là, on a besoin de partenaires pour travailler avec nous pour les tests. Et là, si on a un outil qui fonctionne comme ça, on peut dire, OK, on peut le mettre dans les mains de gens connaissants, parce qu'idéalement, une personne soi-même, il demande, par exemple, à son frère ou sa sœur, regarde, prends... Je ne sais pas si ça serait la bonne solution. Mais par exemple, on a des intervenants au niveau social. On a des infirmiers, des infirmières qui sont sur le terrain. On a plein de monde autour du système de santé qui peut être sur les premières lignes d'intervention et référer, dire, OK, voilà, même dans le cas de la rétinopathie, on a l'image. C'est que cette image-là, je peux l'envoyer finalement à quelqu'un plus expert pour faire un jugement final. Parce que peut-être l'algorithme m'a dit il y a tel grade de rétinopathie diabétique, mais pour être sûr, je peux envoyer toutes les images que j'ai collectées pendant une visite dans une zone éloignée. Puis là, j'ai un expert qui peut confirmer, par exemple, et dire, OK, peut-être un certain nombre de patients devraient être suivis. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est toujours un outil d'aide. On devrait l'utiliser de la meilleure façon possible et peut-être le mettre dans les mains de personnes qui peuvent plus aider. Parce que, comme je dis, si je demande à quelqu'un, prends une photo, puis on parlait tantôt de panique, là, c'est quelqu'un, OK, bon, j'ai le cancer, c'est la catastrophe, là, puis peut-être il n'y a rien là.
là, il faut vraiment faire la part des choses, là, un équilibre entre facilité d'accès et tout ça et éviter de créer une panique généralisée. Tout le monde est malade et tout le monde a besoin d'aller à l'hôpital. Ça serait catastrophique. Là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben, par intérêt je pense qu'on pourrait continuer la conversation, mais je pense par intérêt du temps, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que la présentation au professeur Akloufi est en ligne sur le site web du Centre de formation médicale qu'on pourra mettre dans le chat ici si vous voulez la revoir ou la partager. Professeur Akloufi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre expertise, pour votre présentation qui était très intéressante, pour la conversation qu'on a eue. C'est vraiment un domaine qui est en forte croissance. Puis c'est intéressant de voir qu'on a des experts locaux ici qui font un si beau travail sur tout ça. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est très, très apprécié. Merci à vous pour l'invitation. Plaisir. Et merci à vous tous d'avoir participé à la présentation. Merci à vous tous d'avoir été avec nous durant cette année. Ça termine les présentations mensuelles du Centre de formation médicale jusqu'au mois de septembre l'année prochaine. Donc, je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir tous l'année prochaine. Au revoir.